d'Israël. Tous les matins et tous les soirs, un guide vous fait découvrir les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Samuel Shekli. Alors Gilles, où est-ce que nous sommes ici ? Nous sommes arrivés donc de Jérusalem, nous sommes ici à une vingtaine de minutes de route de Jérusalem. Et au carrefour de Jéricho, nous avons pris l'embranchement vers le sud. Et à 10 minutes de ce carrefour, nous arrivons sur ce site extraordinaire de Qumran. Nous avons traversé la partie de Beth Arava, là où se trouvaient les premiers kibbutz d'Israël, de la région de la mer Morte dans les années 1920, avant que cette région passe aux mains des Transjordaniens. On est ici donc sur un petit promontoire. C'est là que cette secte dénommée les Esséniens avait décidé de s'installer. Un promontoire qui surmonte la vallée du Jourdain. On observe d'ici, comme tu peux remarquer, la mer Morte. Cette colline face à nous, juste de l'autre côté de la mer, c'est le mont Nebo. Ni plus ni moins l'endroit où Moïse est mort, nous dit la Bible. Et c'est ici donc que Josué a pris les rênes de la commande du peuple juif. Et d'ici, ils sont descendus et ont traversé le Jourdain pour conquérir la terre d'Israël. Après la sortie d'Égypte, vers le sud, on peut remarquer la réserve naturelle d'En Fashra, avec des sources d'eau douce qui s'allient avec l'eau particulièrement salée de la mer Morte et dont on a l'occasion de parler pendant notre visite en commun de la mer Morte. Derrière nous, un superbe chameau de pierre, on l'appelle le chameau de Qumran, un espèce de rocher qui a la forme d'une tête de chameau et derrière lui une bosse. Et ce chameau a comme particularité d'ailleurs qu'il donne tout à fait l'orientation de Jérusalem puisqu'il regarde Jérusalem. Et il est au-dessus de ce canyon, on appelle le Oued de Qumran. Voilà, la région est très sauvage, déchirée. On voit ici une roche ocre brune, qui est totalement imperméable. On appelle ce calcaire d'ailleurs un calcaire de dolomite, un peu comme dans les Dolomites, dans les Alpes. La pluviosité dans cette région n'est que de 28 à 35 mm par an. Et pourtant, ici, on avait de l'eau il y a 2000 ans, et pourtant, on faisait même un petit peu d'agriculture. Et en tout cas, les gens étaient totalement autonomes. Leur secret, c'était tout simplement de recueillir à travers ce canyon l'eau des pluies de Jérusalem. Puisque la montagne elle-même est imperméable, elle laissait donc dégoulir. Alors peut-être avant même la visite, un dernier point. Qumran, c'est l'extrême partie est de la terre d'Israël, mais c'est avant tout un village qui a été fondé par des Hébreux dans la faille afro-asiatique, cette espèce de faille impressionnante qui commence en Turquie et qui déchire l'écorce terrestre, séparant l'Afrique et l'Europe à l'ouest, de l'Asie à l'est. C'est là d'ailleurs qu'on s'aperçoit qu'Israël, bien qu'étant connu géopolitiquement comme étant un pays asiatique, est en réalité un pays pivot, comme le Liban, une espèce de carrefour des continents. D'ailleurs, dans l'Antiquité, notre région était la région de passage obligatoire dans ce fameux croissant fertile qui va de Mésopotamie jusqu'à l'Égypte. Et celui qui voulait rallier l'Égypte, ou celui qui voulait conquérir la Mésopotamie, tu as été comme tout le monde en Égypte, et on a parlé de Thoutmoses III en 1453, avant l'ère chrétienne, lorsqu'il a voulu se battre contre les peuplades d'Ixos, il a dû conquérir la terre d'Israël, 112 villes à cette époque-là, au XVe siècle avant Jésus-Christ. De la même façon, toutes les invasions de toute l'époque moderne, celles qui vont d'Europe vers l'Asie, celles qui vont d'Afrique vers l'Asie aussi ou vers l'Europe, et évidemment, lorsque l'Europe s'étend vers l'Afrique, comme justement l'époque romaine, celle qui nous intéresse aujourd'hui, lorsqu'elle vient s'installer en Afrique. Alors nous sommes effectivement sur un promontoire et autour de nous il y a de vieilles pierres et ce sont les vestiges du site de Qumran. Tout à fait. Qumran prenait son nom d'ailleurs d'un terme araméen très proche de l'hébreu, qui veut dire monastère. Comer en hébreu moderne est un moine. Et ici était venue s'isoler une communauté juive un peu particulière venant de Jérusalem, des gens probablement assez aisés, il faut le dire, qui avaient une idéologie particulièrement rigide et puriste, tant à l'allure que doit avoir le judaïsme, qui professionnellement étaient connus dans toute la région pour leur capacité et la beauté de leurs parchemins, de leurs écritures. Ils étaient, à vrai dire,
les gens chez qui on allait commander un contrat, on allait commander un texte religieux quand on en avait besoin dans une maison communautaire, et c'était de ça qu'ils vivaient. Ils avaient donc la possibilité d'exercer leur travail ailleurs qu'à Jérusalem. Et ils ont décidé, probablement au IIe siècle, avant l'ère chrétienne, de se créer un petit village isolé de retraite dans le désert. Inutile de dire que dans le judaïsme, on n'est pas emballé de la vie monacale ni de la retraite, ce qu'on appelle la vie de nazir, telle qu'elle est mentionnée dans les écrits juifs. Le judaïsme traditionnel promeut toujours la vie de famille, l'homme s'assume par le biais de sa famille, et l'isolement entre hommes au pluriel est une chose avec laquelle on fait très attention. Alors les Esséniens donc c'était des gens qui s'isolaient du reste de la communauté. Il faut dire que nous sommes, comme vous venez de le dire, au IIe siècle, au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Il y a une espèce de la Palestine de l'époque vit une espèce de bouillonnement. Il y a des sectes de tout genre, les pharisiens, les sadducéens et les Esséniens qui sont également une secte. Ils sont non seulement une secte, aujourd'hui on peut dire d'eux qu'ils étaient la 3e secte par ordre d'importance dans le peuple juif à Jérusalem, donc une secte importante, mais leur différence est le fait que dans le peuple, au sein même du peuple juif, il n'y a pas eu d'évolution qui nous soit connue de la secte essénienne, fait que leur histoire a été complètement effacée ou oubliée jusqu'à ce qui est arrivé ici en 1947. Dans ce désert le plus aride pratiquement que nous ayons dans ce Moyen-Orient, un jeune berger bédouin qui avait l'habitude de faire paître ses troupeaux ici en hiver a perdu une brebis. Il l'a cherchée dans les différentes grottes de cette région et il l'a entendu bêler d'une petite cavité que nous verrons dans quelques instants tout à l'heure. Il a été donc la chercher, c'était une espèce de trou par lequel on accédait de la surface d'un autre promontoire proche du village lui-même, et il a trouvé cette jeune brebis sur le dessus d'une jarre une espèce de poterie ancienne. Il a ouvert cette jarre, et à l'intérieur de cette jarre il a retrouvé des vieux parchemins très anciens. Ce bédouin était analphabète, et c'était souvent chez les bédouins pour des raisons idéologiques, puisqu'ils sont seigneurs du désert à l'image du prophète Mahomet qui était lui-même un bédouin, et analphabète, ce qui est aussi l'honneur de Mahomet pour ne pas avoir détourné, il a eu la possibilité d'influencer les Écritures, il n'a pu que transmettre les Écritures. Ce bédouin-là donc n'avait pas idée de ce qu'il avait découvert. Il a pris sa petite cargaison de parchemins, celle qui était dans cette jarre, il est monté à Bethléem, aux abords de Jérusalem. Il a vendu ça à un marchand qui achetait toutes sortes de petits objets ramassés en chemin. Et 2 jours après, le professeur Soukhani, qui était une sommité en archéologie, ni plus ni moins que le père de professeur Egaliadine, qui était aussi notre chef d'état-major dans les années 50, mais celui-là même qui avait fouillé Masada, professeur Soukhani, qui a trouvé ces parchemins. Et dès son premier contact avec ces parchemins, il s'est aperçu qu'on avait affaire à des textes hébreux, très anciens, datant de l'époque romaine, certains étant probablement du 2e siècle avant Jésus-Christ, certains allant jusqu'à l'an 135, 140 de l'époque de l'ère moderne. Et donc une découverte très impressionnante. Il est bon de se rappeler que jusque-là, le dernier et le seul texte hébreu qui nous était connu, texte biblique en hébreu qui nous était connu, datait de l'an 1000. Et voilà qu'on fait une découverte archéologique qui remonte à l'époque du second temple des Juifs. Donc une découverte très très importante. Alors que contiennent ces manuscrits? Quels sont les textes qu'on a trouvés? Il y a évidemment une multitude de textes. Les plus importants, on pourrait les répartir en quelques catégories. Les premiers étant évidemment les textes de la Bible, de la Torah et des textes d'un certain nombre de prophètes, très importants, dont le fameux parchemin d'Isaïe qui est jusqu'à ce jour, qui est exposé dans le sanctuaire du livre au musée d'Israël à Jérusalem. Première chose. Deuxième chose, une information de très très grande qualité sur le mode de vie de cette communauté qui s'appelait Esséniens, dont un fameux texte qui s'appelle le texte de discipline, qui nous explique ce mode de vie que ces gens avaient choisi ici. Un mode de vie particulièrement rigide, une sorte aussi de règlement intérieur de la communauté.
un règlement intérieur d'une communauté qui était une sorte de kibboutz avant l'heure, si je peux me permettre, puisque tout se faisait en commun, mais on réglait ici aussi les affaires pieuses et ce qui est lié entre l'homme, l'individu et Dieu, et ça passait par la communauté. On y apprend d'ailleurs toute forme de châtiment, étonnant comme cette façon tout à fait particulière de punir l'homme qui s'était découvert d'un coude. Vous voyez que la température dans la région ici est particulièrement élevée, bien qu'agréable, mais on dépasse ici journellement les 40-42 degrés. Et celui... Vous parliez tout à l'heure du taux de pluviosité, et je dois dire que ici aujourd'hui, en tout cas sur ce promontoire, on s'aperçoit surtout qu'il fait très chaud. Mais c'est vivable. Absolument. C'est vivable, avec un petit peu d'eau, c'est tout à fait confortable. Notre ami essénien dont nous parlions tout à l'heure, s'il était vu découvrant son coude devant les autres, donc une atteinte à la pudeur, était privé, était puni, mais puni d'une punition religieuse. Chose tout à fait étonnante dans le monde moderne et dans toutes les sociétés que le monde a connues, ou pratiquement toutes les sociétés autour de la Méditerranée depuis l'Antiquité, le châtiment pour une faute sociale est un châtiment social. L'emprisonnement, les coups, directement liés à la société dans laquelle il vit. Et ici, curieusement, il est privé de purification religieuse. Et ça, c'est évidemment un domaine très important. La purification religieuse, qu'on appelle le mikvé dans le peuple juif, était à l'époque du Second Temple beaucoup plus importante dans la vie journalière des Juifs qu'elle ne l'est aujourd'hui pour la majeure partie du peuple juif. On va voir d'ailleurs ici le site d'anciens mikvés. Tout à fait, avec répondant d'ailleurs aux problèmes techniques. Les mikvés et les rabbins pourront nous expliquer de façon beaucoup plus détaillée. Les mikvés doivent répondre à certaines données et surtout contenir de l'eau vive et non pas de l'eau stagnante. Donc ils imposent toute une logistique qui n'est pas évidente ni il y a 2000 ans, à plus forte raison dans un endroit aussi isolé que celui-ci. Et puisque ce sujet que nous abordons semble être un sujet majeur, il faut comprendre que chez ces Esséniens, on se préparait au monde futur, à celui qui nous attend après la mort. Et plus nous étudions ces textes, ces manuscrits de la mer Morte, et plus nous apercevons d'une similitude entre les premiers textes chrétiens de ce qui est l'après-ère judéo-chrétienne, donc après l'époque de Jésus et ses apôtres, on s'aperçoit d'un culte qui s'individualise. Si la synagogue du peuple juif est un lieu de communauté où on prie en commun, où les décisions sont prises en commune, où on doit être 10 pour pouvoir entonner la prière, ici on assiste à une promotion de la prière individuelle, à un rejet du corps, alors que pour les autres juifs jusqu'à ce jour, et nous sommes tous les héritiers de l'orthodoxie de cette époque-là, le corps est aussi source de plaisir, et l'homme doit aussi jouir de son corps. Il est évident qu'ici on essaie de faire abstraction de son corps, on se prépare un peu comme dans un monastère de père Chartreux, on se prépare au monde futur, faisant face à la mort et à la réflexion.
Alors je résume, les Esséniens sont finalement une secte de gens qui se retranchent, qui s'isolent avec un certain nombre de règles très strictes, avec une vie ascétique, presque monacale. Et ce site, finalement, la découverte de ces manuscrits de la Mer Morte est importante parce qu'elle jette une lumière sur ce que fut la vie des sectes juives aux alentours de l'ère chrétienne, mais elle est importante aussi parce que certains chrétiens ont considéré que Jésus avait été proche, ou en tout cas Jean-Baptiste avait été proche des Esséniens. Tout à fait. Si la région où nous sommes est un désert, et en écologie on considère désert une région où les conditions de vie sont extrêmes et où les espèces s'éloignent les unes des autres, où l'espace vital de chacun est beaucoup plus étendu, le fait de trouver à quelques kilomètres seulement, vous voyez vers le nord ici, proche du Jourdain que nous apercevons à l'œil nu ici, de trouver l'endroit où Jean-Baptiste avait baptisé Jésus entre autres, et c'est là qu'il baptisait les gens dans le Jourdain, le fait de les trouver si proches les uns des autres nous inspire sans aucun doute une fraternité entre ces gens-là. On a du mal à imaginer deux courants religieux opposés exerçant l'un proche de l'autre dans une région aussi isolée et se tolérant mutuellement. Ça ne correspond pas à ce que nous connaissons des déserts et du développement social dans les déserts du Moyen-Orient de cette époque-là. D'autres informations, évidemment, Jésus n'était pas un Essénien, puisqu'il venait de Galilée, les Esséniens étaient des gens de Jérusalem. Mais si nous nous posons la question, quel aurait pu être pour cet homme-là venant de Galilée, si nous acceptons la valeur historique des textes chrétiens, quel aurait pu être le berceau social au sein du peuple juif qui l'aurait accueilli, il est évident que la seule communauté qui nous offre une telle similitude de vision des choses et un tel rejet, il faut bien le dire, du clergé, des Kohanim, des prêtres du temple de Jérusalem, c'est évidemment la communauté essénienne. Vous parliez d'isolement, ils étaient isolés mais avec une certaine limite. Ils étaient ici l'entreprise d'imprimerie, de rédaction de cette communauté essénienne qui vivait à Jérusalem et ils livraient des textes pour tout le peuple juif. La découverte de Qumran est probablement ni plus ni moins celle de l'imprimerie nationale du peuple juif de l'époque du Second Temple, et tout ceci grâce à plusieurs hasards, certains diront presque miracles, au cœur du désert, dans une région tout à fait... Les greffiers de l'époque. Ils étaient On a trouvé d'ailleurs dans les manuscrits de la Mer Morte un certain nombre de contrats. On a retrouvé beaucoup de contrats qui étaient commandés par les gens qui venaient en activité d'échange et qui voulaient imprimer ces choses-là. On a retrouvé une multitude d'informations. C'est le troisième type de texte qu'on a ramassé ici à Qumran et qui nous donne une lumière extraordinaire sur la vie sociale de l'époque. Et tout passait par ces écrivains ou ces scribes qui étaient les Esséniens. Lorsque les Romains ont décidé d'envahir la région, on en parle à Masada, on en reparle ici de nouveau, les Romains envahissent avec Vespasien en l'an 65 de l'ère chrétienne la Galilée pour prendre Jérusalem et une fois pour toutes tenir cette région qui est la région pivot du Moyen-Orient, la terre d'Israël, alors ces Esséniens commencent à s'inquiéter. Lorsque les Juifs zélotes prennent la forteresse de Masada, une offense pour les Romains, les gens qui vivent ici sont convaincus qu'un jour ou l'autre les Romains vont arriver, et je pense que c'est là le moment où ils vont cacher dans les grottes ces parchemins commandités par Jérusalem, attendant que des jours meilleurs s'annoncent. Et probablement cette communauté a été massacrée et elle les avait très bien cachés. Elle a aussi bénéficié, nous avons bénéficié du fait que nous sommes ici dans une région où la sécheresse est tout à fait unique, puisqu'elle est de l'humidité relative de l'air est de 15%, donc tout à fait rien ne peut s'abîmer par l'humidité, tout devient quasiment imputrescible, et des parchemins faits de cuir qui auraient été détruits par l'humidité dans une région normale méditerranéenne en l'espace d'une dizaine d'années sont restés dans un état parfait, lisible et donc tout à fait utilisable. Ils étaient bien préservés puisque les Esséniens savaient qu'ils revenaient. Comment dit-on Essénien en hébreu? Issim, c'est leur nom hébreu, probablement venant d'une certaine des familles de Jérusalem citées dans les textes.